Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 158. Moi c'est Plax, je suis avec l'homme poisson d'Australie. Il nage des kilomètres et des kilomètres chaque matin. Comment ça va Thiergo ? Eh ben ça va très bien. Justement, il faut que je me couche tôt. Il est déjà 22h pratiquement, parce que je me lève à 5h45 demain matin pour aller faire une petite baignade avant d'aller Putain. au boulot. Vous verriez son corps et ses abdos saillants depuis qu'il nage 15 km tous les matins, c'est incroyable. Putain, il s'appelle Louis Bertrand? Non, c'est quoi? Merde, le nageur là, qui a 2 prénoms et qui a tout éclaté. Il n'a qu'à bien se tenir. Bah, vous voyez, moi et les noms, c'est toujours, ça fait toujours 4. Alors c'est pas Louis Bertrand, ça c'est sûr. Non, je sais Euh, bien, mais c'est Louis quelque chose. ok. Eh ben écoute, tu veux qu'on fasse un podcast sur la natation ? Allons-y, c'est parti. Il s'est passé plein de choses chez les Giants cette semaine, mais avant qu'on parle de ça, on va juste faire un point Patreon, car nous avons besoin de vous. Alors je comprends, c'est normal, hein, les gens sont c'est peut-être un peu moins actifs, moins à fond dans l'équipe quand on a une saison comme la nôtre. Je rappelle, on a un bilan de 2-10, donc c'est assez catastrophique. Mais eh bien, nous avons besoin de vous pour continuer à faire vivre le podcast, pour continuer à faire vivre le blog, les réseaux et tout ce qu'on essaye d'animer avec cette équipe des Giants qui nous donne bien du fil à retordre depuis des années. Thiergo, est-ce que tu peux juste expliquer rapidement comment les gens peuvent nous suivre et nous aider avec Patreon? Donc, je rappelle patreon.com/onlyagiantpodcast. Là, le lien est dans la description de la vidéo. À toi, Thiergo. Ouais. T'as fait une partie de mon boulot parce que j'allais justement rappeler cette adresse. Écoutez, quand vous allez arriver sur cette page, vous allez voir, il y a différents niveaux de contribution que je n'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, nous avons toujours un niveau de contribution Graham Gano qui pourtant n'est pas aussi fiable que Non, nos alors là, va falloir le donateurs. changer. T'as raison, va falloir Il va falloir l'adapter. Là, il manger. va falloir trouver autre chose. Moi, je pense qu'on devrait faire du coup un tailleur Léon Marchand et non pas Louis Bertrand. Ah oui, Léon Marchand, c'est de c'était la... lui qui parlait. Léon Marchand, Louis Bertrand. Mais il n'a pas du tout deux prénoms. Marchand, c'est un prénom. Ouais, non, en fait, c'est parce que j'ai pensé Louis Bertrand. J'ai pensé Aïe, aïe, Xavier aïe, aïe. Bertrand, c'est pour ça. Enfin voilà, vous choisissez votre niveau. Vous pouvez contribuer de mois en mois si vous avez envie, ou si vous voulez faire juste une donation en one stop, et ben dès que vous êtes débité, vous arrêtez. Et comme d'habitude, on remercie nos généreux donateurs qui nous permettent d'avoir ce podcast qui est sur cette plateforme, qui a des goodies et compagnie. Et rassurez-vous, de meilleurs jours viendront. Et donc, nous, on est toujours là. De toute façon, quand vous avez besoin de décompresser après une défaite déprimante des Giants, on est là. Ça fait juste 5 ans qu'on vous dit que ça va aller mieux, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Ça, c'est Ça va aller avec une mieux. petite tape dans le dos, ça va aller. Ça va aller. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Non, mais Ça en va déjà vrai, mieux. l'équipe est pas si. Enfin, on s'amuse. Bah, tiens, parlons-en justement. Donc, ce match, défaite 34-27. On menait 27-17 dans le quatrième quart-temps et on savait tous, on savait tous ce qui allait se passer. C'était évident. On allait se faire remonter. On était incapable de tenir ce score jusqu'au bout et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais peu importe le résultat, enfin, non, pas peu importe le résultat, je devrais pas dire ça, mais si on ne regarde pas le résultat, la réalité, c'est que cette équipe, elle est cool à regarder, qu'il y a des actions tout le temps, qu'il y a du trick-play, que c'était déjà cool en début de saison et que depuis que Kafka a repris, je trouve que le play calling en attaque est encore meilleur. Malheureusement, on a la défense qui ne sait pas closer, qui ne sait pas faire le bon sac au bon moment quand on en a besoin, qui ne sait pas faire ce qu'il faut pour nous permettre de gagner. Mais mettre 27 points aux Lions devrait être suffisant, même si on sait que les Lions, ils ont quand même une grosse équipe. Cette défense nous a complètement plombé. Bref, donc on a Jameis Winston qui nous a fait des trucs de fou pendant ce match. Plus de 500 yards au total en attaque, c'est quand même assez fou et c'est pas la première fois qu'on fait ça. On a eu un Wendell Robinson qui avait 100 et quelques yards dans le premier quart-temps. C'était la première fois que ça arrivait depuis Hakeem Nicks, donc ça remontait à 2013, je crois, 2012, il nous disait 2011 peut-être, je ne sais plus. Bref, c'était un peu la folie. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match, Thiergo? Donc, en gros, c'est le même scénario qu'on vit depuis le début de l'année. Ça fait le 6e match où on mène dans le 4e quart, on voit des belles choses en attaque, ce qui est quand même vraiment un plus par rapport aux années précédentes où on était dans le bas-fond des équipes les plus pourries en attaque. C'est pas du tout le cas cette année et c'est notamment dû à la O-line aussi, quarterback play. Voilà, qu'est-ce que tu retiens toi de ce match, Thiergo, à part le fait que c'est juste la continuité de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et très similaire au match précédent? Je pense que ce que tu as dit au début de ton intervention est tout à fait juste, c'est que cette équipe, malgré un bilan désastreux,
est beaucoup plus agréable à regarder que les années précédentes. Les années précédentes, tu regardais un match des Giants, il ne se passait rien, on ne faisait rien, c'était à peine si on mettait des field goals, c'était déprimant au possible. Et là, cette on année, mettait en pas fait, 10 points, rappelle-toi, on mettait jamais 10 points. Mettre 10 points, c'était la folie pour nous. exactement. Et en fait, là, cette année, on continue à produire, quand bien même on a perdu Malik Nabers, Cam Skatebu, que Jackson Dart est sur le banc parce qu'il est toujours en protocole commotion et que manifestement les Giants veulent être pris avec lui et on ne va pas s'en plaindre de ça. On a un Winston absolument fou. Alors moi j'ai loupé le premier carton parce que je ne suis pas réveillé. Je l'ai vu, j'ai revu les highlights après, mais j'étais réveillé pour ce trick play qui, en fait, j'avais l'impression qu'à la base, on en parlera plus en détail, mais j'ai l'impression que Ojeski ne devait pas forcément lancer en premier lieu à Winston, mais Je vu qu'il pense a que eu de la pression, Ouais. en fait, tu vois, il y a deux receveurs sur la droite qui partent, mais il ne peut pas armer son bras parce qu'il a déjà de la pression. Bah oui, bien sûr. Il évite, il va sur la gauche, et puis tu as Winston qui est en mode et en fait, Ouais. quand Winston a le ballon, je me dis, il va se faire plaquer. Ah non, il va pas se faire plaquer. Oh putain, il va marquer. Et là, Non, mais c'était fou, mec. Incroyable. Incroyable. l'une des meilleures actions que j'ai vues L'action de l'année déjà, ça c'est sûr. alors de l'année, mais aussi de ma carrière de fan des Giants, parce qu'on a vu des trucs similaires avec Saquon Barkley qui envoyait une passe à Odell Beckham Jr. Non, l'inverse. Oui, l'inverse, tout à fait. Mais là, c'était assez fou. Et, ouais, comme tu dis, encore une fois, on a une défense qui n'est pas capable de tenir. Je savais qu'on allait perdre en prolongation, je le sentais. Ah bah Je une fois que la pensais, prolongation est arrivée, je pense que c'était trop tard. Ouais. Non mais je pensais pas qu'on allait perdre comme ça. Première ah action de bah, la prolongation, pouf! Il a fait quoi? Il a fait 80 yards non, mais alors Jahmyr Gibbs, il fait 70 yards, 65 yards. Jahmyr Gibbs sur le match, en fait, il fait plus de 100 yards en 3 courses. Sur 3 courses, 3 TD longue distance, ou 2, je ne sais plus combien il met de TD, 2. Ouais. Il fait, ouais, c'est ça, il fait 100 quelques yards, 130 yards en 2 courses. Et le reste a été plutôt moyen, mais sur 2 courses, où les deux, on a Dexter Lawrence qui n'est pas sur le play, on se fait percer. Donc en fait, c'était terminé en un jeu, la prolongation, ça a duré un jeu, une course, un TD, terminé. Et donc il y a eu cette discussion, on en parlera peut-être un peu après, mais si on peut peut-être rester un tout petit peu sur l'attaque, il y a eu donc 2 trick plays. Un premier sur une double passe, donc la passe est donnée au running back qui se retourne, qui la rend à Jameis Winston, qui l'envoie dans la end zone pour Wendell Robinson sur la premier drive du match, donc on mène 7-0. On a très 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 souvent mené au score cette année, hein. Ça c'est quand même assez fou, c'est une grande différence. Ça n'arrivait pas avant, ouais. Les années d'avant, mec, on commençait les matchs, on était toujours mené 0-14, c'était la classique, on commençait à 14-0 et là il fallait qu'on commence à faire quelque chose. Ça c'est un enfer. Bon, au final le score est le même, enfin le résultat est le même puisqu'on perd les matchs quand même, mais c'est carrément cool de mener autant que ça au score, et on pourrait largement avoir 5 ou 6 victoires de plus si on avait été correct. Donc il y a eu cette première action, la deuxième c'est Jameis Winston, donc ça fait penser un peu au... comment c'était l'action des Eagles qu'ils ont fait au Super Bowl, là, la Philly, Ouais, la Philly Special. La Philly Special, donc il la donne c'est une reverse du running back. Alors c'était un peu dans ce sens-là, mais pas vraiment. Il fait une feinte, après il donne au receveur qui part dans l'autre sens, et puis donc le quarterback va dans la direction complètement opposée. Moi je pense que c'est lui qui est censé être visé en premier, et il récupère la balle, il fait un truc de fou, il esquive le linebacker, il arrive à marquer. Enfin bref, c'est un truc complètement improbable. La balle, je ne sais pas si tu as remarqué, elle est un peu courte quand même. Il doit s'ajuster. Ah, mais complètement. Ouais. Il doit s'ajuster. Il a un linebacker sur lui. Alors Winston, il n'est pas petit, mais quand même, quand tu as un linebacker sur toi, il faut être assez gros. Et comme l'a dit Winston pendant la conférence de presse, il a dit « j'ai fait une Heisman ». Et donc, rappelez-vous, le Heisman Trophy, c'est cette statue avec le gars qui est comme ça, qui fait un raffut. Et en fait, il fait un raffut sur le linebacker et il va marquer, quoi. Bon, il est assez lent, hein, heureusement. Jamais je me dis il va marquer sur ça, c'est impossible. Mais du coup, j'ai vraiment adoré en fait ce match appelé par Mike Kafka, parce qu'il a fait les trick plays à des moments où il s'était pas du tout attendu. Alors maintenant, du coup, on sait que c'est comme ça et que ça peut arriver. On voit bien que, l'impression que j'ai, c'est qu'il a été pas muselé, mais il pouvait pas s'exprimer totalement en tant que coordinateur offensif jusqu'à maintenant. Où là, on sent que c'est appelé complètement différemment, beaucoup plus agressif. Avec des actions où il y a des jeux qui sont, mais je trouve, super bien créés, et le receveur est tout seul en fait.
À un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu l'as vu cette action, c'est Wendell Robinson qui fait une motion, il est à droite, il fait une motion, il va pour traverser, il revient, ah non il repart, ah non il revient. Donc en fait, toute la défense est focus sur Wendell Robinson qui fait comme ça une fausse motion et qui revient au point de départ. Et donc il revient vers la droite. Donc on se dit tous, ça va être un truc sur la droite parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse motion comme ça. Il essaye de perdre un peu le corner en face, qui essaye de le suivre. Et en fait, l'action va sur la gauche pour Tyrone Tracy qui est tout seul. Et je trouve que ce jeu était aussi ultra bien appelé. Et il y en a eu plusieurs comme ça, des actions où tu te dis, mais voilà, juste le mec est tout seul en fait. Et voilà, j'adore vraiment, je trouve que ce que Mike Kafka nous fait est vraiment assez génial jusqu'à maintenant. Et voilà, ça fait plaisir. En fait, il a l'occasion, il a une opportunité en fait inespérée, ou peut-être que justement il l'espérait, de s'exprimer comme il le veut, parce que on sait qu'il y a eu des difficultés avec Brian Daboll, où à un moment Brian Daboll lui retirait le play calling, et puis il le rendait, puis il le retire encore, puis là ça lui était revenu cette saison, mais on ne sait pas dans quelle mesure il pouvait faire ce qu'il avait envie. Donc il était limité, c'est clair. Donc là, de toute façon, il a rien à perdre, en fait, j'ai envie de dire. Parce que son poste n'est pas garanti pour l'année prochaine. Il a tout à gagner. Donc, allons-y, soyons agressifs, essayons de faire quelque chose. Il sait que son attaque, elle est capable de faire des choses absolument incroyables, malgré les blessures qu'on a listées tout à l'heure. Une grande partie du succès de cette attaque, c'est quand même une ligne offensive qui n'a pas concédé un seul sac jusqu'à la fin du match, où justement Elio Mueller a dit bah ouais, Adrian Hutchinson, il peut dire ce qu'il veut, mais il a rien fait de tout le match, quoi. Je m'en veux d'avoir lâché ce dernier sac, parce qu'en effet, il a été parfait tout le match en 1 contre 1, et à la fin, bah, ça a craqué, mais bon. C'est quand même assez remarquable le boulot de cette O-line face à la défense quand même très bonne des Lions. Ils ont une super défense. Et le boulot de cette attaque globalement, mais on voit bien que si la O-line va bien, c'est plus facile pour tout le monde derrière et on peut enfin développer du jeu, quoi. Donc ça c'est cool. On a déjà parlé en effet lors de l'épisode précédent. Ouais. Mais attends. Winston, il tente 36 passes, dont 21 à plus de 10 yards de profondeur. Et comme je disais, elle n'a accordé qu'un seul sac et il a été touché que 7 fois. Après, en run blocking, on a eu un bon boulot, je trouve, du duo Tyrone Tracy, Devin Singletary. Ouais. Singletary, j'aime bien, il se bat bien et tout. Enfin, les deux, je trouve, font un gros boulot et c'est des très bons running backs, franchement. Donc, clairement, il y a vraiment de quoi être satisfait de ce qui se passe en attaque. L'attaque a fait son taf. L'attaque a foutu 27 points aux Detroit Lions. Et la défense, on a lâché 34. Voilà. Donc, on sait où est le fautif et on sait ce qui s'est passé au fautif. D'ailleurs, on va en parler. Mais côté attaque, il y a aussi Theo Johnson qui a eu un plutôt bon match. 3 réceptions, 77 yards. Ça fait plusieurs matchs qu'il commence à avoir un peu les mains sûres et qu'il commence, je pense, à prendre un peu confiance là. Et ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Et on a Hodgins qui nous refait un TD, très beau catch d'ailleurs. Ouais, super catch au fond de la end zone. D'ailleurs, tu veux une stat que je suis en train de voir là? Alors, je sais qu'on a eu un record de franchise du nombre de jeux de plus de 20 yards dans un même match. On en a eu je sais plus combien. Enfin bref, c'est un truc assez ouf. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui ont fait des réceptions dans le match. Il y en avait eu un 7e visé, c'était Bellinger, mais il les a pas catchés. Et sur ces 6 joueurs, les 6 ont au moins une réception de plus de 20 yards. Il y a 23 yards pour Darius Layton, 33 pour Winston, bon ça c'est rigolo. Isaiah Hodgins 30, Tyrone Tracy 42, Theo Johnson 39, Wendell Robinson 40. C'est ouf quand même que nos 6 receveurs, dont un QB, enfin c'est complètement taré, aient tous au moins une réception de plus de 20 yards. Je trouve ça complètement fou. Ouais, non, on a clairement exploité les faiblesses de la défense des Lions. Je pense qu'ils étaient très surpris par ce dont étaient capables les Giants. Et tant mieux, parce que, encore une fois, ça montre. Enfin, on l'a vu pendant toute la saison. On a battu les Chargers, on a battu les Eagles une fois, on a fait très peur aux Broncos, on a fait très peur aux Cowboys. Bon, les Cowboys sont pas. On a fait très peur à tout le monde quasiment, mec. Mais oui, et en fait, alors on va pas dire que avec des on serait au Super Bowl, parce qu'on reste une équipe nulle qui n'est pas capable de gagner un match.
Je trouve pas qu'on Mais a on une n'en est équipe pas nulle, moi, loin. quand même. On n'en est pas loin. Ouais, c'est ça. Je Non, trouve mais pas attends. qu'on a une équipe nulle. Non, alors je dis nul dans le sens où on est une équipe à 2 victoires pour 10 défaites. Pour Ah moi, c'est bah la le bilan est définition d'une pourri. équipe nulle. Et on est peut-être la meilleure équipe de l'histoire à un bilan aussi pourri. Ça, par contre, alors je suis en train de regarder les trucs. Donc les Chargers, on les a battus. Les Saints, on perd, mais jamais on aurait dû perdre. Broncos, oui, on menait largement et on leur met plus de 30 points. Les Eagles, on leur a mis 2 fois plus de 20 points. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est le cas. Attends, on leur met 20 et 34, bah oui. 49ers, on met 24 points. Bears, on met 20 points. À chaque fois qu'on a des bonnes défenses, 20 points. 20... En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs qu'on met plus de 20 points à chaque fois. Ça nous était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Et on a aussi un record du nombre de matchs perdus en ayant d'affilée en ayant à chaque fois marqué plus de 20 points. Ça, c'est c'est encore un signe que la défense n'est pas capable de finir le match. Les records pourris que les Giants accumulent ces derniers temps, c'est... C'est assez fou. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même... Tu vois, je compare la discussion qu'on est en train d'avoir là maintenant par rapport aux discussions qu'on pouvait avoir l'année dernière à la même période. L'année dernière, on était en mode putain, c'est l'enfer, allez, vas-y, on regarde la draft, etc. On n'a pas vraiment parlé de draft jusqu'à présent, bien entendu. On s'attend, à un moment, on va commencer à se dire tiens, on est dans l'eau de la draft et vous savez, comme j'ai horreur de ces discussions de est-ce qu'il faut tanker ou pas. Mais on voit suffisamment de positifs sur le terrain pour avoir envie de regarder ces Giants. Et pour moi, c'est un énorme progrès par rapport aux années précédentes. Non, c'est clair. Non, mais voilà. Enfin, moi, rien que le fait qu'on ait une attaque, Alors, j'ai regardé, on est dans le top 5 des attaques qui produisent le plus en termes de yards. On a plus de 4 milliards sur la saison jusqu'à maintenant. Ce que j'avais pas fait gaffe, c'est qu'en fait, on est la seule équipe qui a joué tous les matchs avec les Patriots jusque-là. En fait, les Patriots ont la bye week en même temps que nous. Donc, les Giants et les Patriots sont très très hauts. Alors, oui, on a des bonnes attaques les deux, mais on est aussi très haut parce qu'on a un match de plus que les autres aussi en termes de yards et en termes de points marqués au total. Donc, voilà. Mais bon, ça reste qu'on est quand même dans la première moitié du tableau sur toutes les statistiques à peu près. Et ce que je trouve très bien aussi, c'est que Mike Kafka, il abandonne pas la course. Même quand ça marche pas très bien, il se dit pas, bon, tant pis, la course, ça marche pas, il faut faire autre chose. Il continue et parfois ça passe, on gagne 10 yards. On a eu plusieurs actions quand même où on a eu des first down à la course et ça fait du bien d'avoir un first down en deuxième tentative. Tu fais 3-4 yards sur la première et la deuxième, tu fais 7-8 yards. C'est un first down gratos, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Donc, en fait, ce que je constate, moi, avec cette attaque, c'est que justement, les défenses ne peuvent pas prédire ce qui va se passer. Exactement. Ils ne peuvent pas se dire, on va éliminer ça et ils ne le feront plus. Non, parce qu'on continue à courir, on fait des trick plays. Alors, bien entendu, tu ne fais pas des trick plays à chaque match parce que tu te brûles. Mais rien que le fait qu'on ait fait des trick plays et qu'ils aient fonctionné, ça va obliger les défenses à se dire, ah, il faut quand même faire gaffe. Ouais. Rappelle-toi, c'était ce qu'on disait tout le temps, c'est qu'à l'époque, Saquon Barkley, c'est que c'était unidimensionnel, on pouvait rien faire. Les mecs, ils étaient à 800 dans la boîte et on pouvait pas courir. Enfin, c'était un enfer total de l'attaque et on s'emmerdait à fond et c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Question, ton avis, toi, sur ça a fait un peu polémique, donc la fameuse 4e tentative. Si on marque le TD, alors on est en je sais pas, first and goal avec 4 yards à gagner, on n'arrive pas à marquer. On décide de tenter la 4e. Finalement, on mène de 3 points à ce moment-là, je crois. Donc les gens disent je comprends pas pourquoi on n'a pas mis le field goal, ça nous est passé à 6 points. Moi, je peux comprendre qu'on pense ça. Donne-moi ton avis, toi, Thiago. Je te dirai après ce que je pense moi de cette décision d'avoir joué la 4e tentative. Je pense que Mike Kafka, il se dit tout simplement que 6 points, c'est pas assez pour s'assurer une victoire, et il a raison vu la défense. Donc c'est un pari dangereux, mais encore une fois, comme on l'a dit avant, Mike Kafka, il faut qu'il soit agressif, il n'a rien à perdre et il va le regretter toute sa vie si justement il ne prend pas ce genre de décision. Ça a marché pour Brian Daboll dès son premier match. On vous rappelle cette fameuse victoire contre les Titans où en fait il décide de faire une conversion à 2 points qui est marquée par Saquon Barkley. Ça aurait pu très mal se passer aussi. Bon, là, on a perdu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Et c'est dommage parce que juste avant, en deuxième tentative, il y a une passe sur l'extérieur sur Theo Johnson qui est pas très bien lancée par Winston. Winston, il y a 3-4 passes dans le match, je pense, où les mecs sont libres et il l'envoie un tout petit peu devant. C'est dommage parce que ça aurait pu changer des choses aussi. Là, si on marque le TD, clairement, je pense que la victoire, bon, je veux dire, il peut plus nous échapper, mais on est à l'abri de rien. On a déjà vu des trucs. Tu alors, sous-estimes Shane Bowen. Ouais, je sous-estime Shane Bowen. Quand même, sur cette action, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le fait que je pense qu'il se dit il faut qu'on ait plus d'une possession d'écart parce que notre défense est trop nulle, on ne peut pas y arriver. Si tu marques pas, ils sont sur leur propre 7 yards. Donc, tu les envoies quand même très loin versus un kick où ça les envoie potentiellement sur les 30-40 yards. Donc, c'est quand même assez différent. Si jamais, dans tous les cas, s'ils marquent un TD, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, tu perds le match dans tous les cas. Par contre, s'ils mettent un field goal, il y en a un, tu gagnes le match, et l'autre, tu perds pas, puisqu'ils reviennent à égalité. Donc, tu as toujours une possibilité de gagner. Donc, tout ça pris l'un dans l'autre, je trouve que la décision était plutôt bonne, et tu te donnes une chance de plus d'aller marquer. Donc, voilà, je pense que les deux décisions peuvent se prendre, mais si jamais on met le field goal, on est à 6 points, et derrière, ils nous marquent en une action ou deux, comme ils ont fait sur la prolongation, bah, en fait, c'était la même histoire, et puis on aurait dit, il aurait dû tenter, c'était débile, machin. Après, c'est vrai que c'était une 4e et 7, je crois, pour marquer, donc c'était un peu long. Ouais. Bon, voilà. Ouais, non, mais tu l'as dit aussi plus tôt, hein, on a fait beaucoup de gros plays, donc c'était pas non plus insensé de vouloir tenter une 4e et 7 quand tu voyais le succès qu'on avait contre cette défense. Mais le meilleur argument, c'est de dire si on avait pris les 3 points et qu'on s'était fait éclater derrière, on en serait au même résultat. On lui aurait au contraire reproché de ne pas avoir été assez agressif. Ouais, donc, je pense. voilà. L'agressivité, ça a des risques, et là, on a vu un risque se matérialiser. Donc, ça fait 2 matchs pour Mike Kafka depuis qu'il a remplacé Brian Daboll au poste de head coach. 2 matchs qu'on avait largement moyen de gagner et qui finalement sont perdus après avoir mené. Mike Kafka a dit en conférence de presse, quand je suis arrivé, je voulais pas, et ça peut se comprendre, faire de vagues tout de suite, prendre des décisions hâtives. Voilà, je passe de coordinateur offensif à head coach d'un coup, je gère tous les coachs. Je ne peux pas comme ça d'un coup arriver et virer des gens. Je voulais prendre un peu le temps et analyser la situation. Je trouve que c'était la bonne chose. Il a pris la décision de se séparer de Shane Bowen, qui était attendu depuis très longtemps. Donc on se sépare de ce coordinateur défensif qui n'a jamais su, qui a vraiment été mauvais et qui n'a pas du tout reflété les fameux chiffres qu'il avait quand il était chez les Titans. On verra maintenant si en ayant changé, ça va s'améliorer. Entre-temps, Mike Kafka a nommé, comment il s'appelle, Bullen, c'est quoi son nom ? Charlie Bullen. Coach des outside linebackers. Coach des outside linebackers, qui a l'air d'être un spécialiste du pass rush, qui a fait très gros boulot avec les Cardinals à l'époque quand il était chez eux. Alors je vais juste donner en gros son passage. De 2007 à 2008, il a joué pas mal en universitaire à Iowa, après il a été un petit peu chez les Dolphins, après les Cardinals, après il est retourné en universitaire en 2023, et puis depuis 2024, il est chez nous, coach des outside linebackers. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il a l'air d'être, d'après les insiders, vraiment bien vu, avec un bel avenir devant lui. Il n'est pas si vieux que ça quand même. Il a quelques matchs pour montrer ce qu'il est capable de faire. Clairement, si là on refait un match pareil et que la défense arrive à closer et qu'on gagne quelques matchs, on se dirait putain, Bowen c'était vraiment une chèvre. Quel est ton avis, toi ? Est-ce que voilà, tu es satisfait, tu es content qu'on ait viré Bowen et le remplacement ? Bon, on va pas faire comme si on connaissait Charlie Bullen et que c'était le mec qu'on suivait depuis longtemps, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Alors, juste avant que je réponde à ta question, est-ce que, parce que en fait, j'ai vu qui était Charlie Bullen, je ne connaissais même pas sa tête, et en lisant un article sur Bowen, et avec la photo de Bowen, il parlait de l'âge de Bowen. Quel âge a Shane Bowen, selon toi ? Je me souviens quand embauché, il avait genre 37 ans, il a moins de 40, il a 39 ou 38, non ? Il a 38 ans. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui fais extrêmement jeune. Mec, j'ai le même âge que lui, j'ai 38 ans aussi. J'ai 38 ans aussi, mais parce qu'il a de la barbe blanche, c'est pour ça. Ouais, non, mais en fait, il fait 10 ans de plus que toi. Tandis que Charlie Bullen, qui a 41 ans, fait plus jeune que Shane Bowen. Bon, ouais, ça n'a rien à voir sur le succès ou la nullité de l'un ou de l'autre. Pour ce qui est de la décision de Shane Bowen, elle arrive, selon moi, 1 mois et demi trop tard. Mais bon, ça, c'est de la faute
c'est de la faute de Brian Daboll, tant pis pour lui. Il avait moyen de potentiellement se protéger en virant son defensive coordinateur. Là où Kafka, pour moi, c'est juste un peu planté. Il a eu raison de dire je voulais pas tout chambouler d'un coup. Oui. Je voulais analyser avant de prendre une décision. Mais en fait, la veille, on lui pose la question est-ce que vous avez confiance en Shane Bowen? Il a dit j'ai pleine confiance en Shane Bowen pour le futur. Mais ça, c'est bien sûr, ils disent tous ça, évidemment. Mais en fait, le truc, c'est, tu vois, par exemple, je pense à Brian Daboll quand il a géré Russell Wilson, de ce qui est titulaire. Il disait toujours il faut qu'on analyse, on va y réfléchir, etc. Bon, là, c'est peut-être une erreur de communication, mais c'est pas dramatique. Ça pour dire que je suis bien content qu'il ait pris la décision. Il a constaté, comme tout le monde, que on marque des points, mais on ne sait pas tenir notre lead. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est ce qu'il dit d'ailleurs pendant sa conférence de presse. Il dit Shane Bowen est un super gars, c'est un très bon coach. Malheureusement, les résultats n'étaient pas là. Il faut qu'on tente autre chose. Ça se trouve, Shane Bowen, il était en train de se démener. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais le fait est qu'il n'y a pas les résultats. Et quand tu ne mets pas tes meilleurs joueurs sur les meilleurs plays, qu'à chaque fois tu te tapes des big plays, c'est quand même que tu te plantes. Donc, mais quand tu dois closer le match comme ça en prolongation, machin, là, à un moment donné, t'as beau être fatigué, t'as beau être blessé, il faut que tu joues. Là, c'est pas possible. Et tu parles de Dexter Lawrence sur cette fameuse action où, ou même Rakim Nunes. T'as vu ce que Karl Banks a dit? Il a dit mais un Nacho sur le terrain, il reste pas bloqué en 1 contre 1. Un Dexter Lawrence sur le terrain, il reste pas. Il dit mais comment ça se fait que ces deux joueurs ne soient pas sur le terrain pour l'une des phases les plus importantes? Et Karl Banks, c'est quelqu'un qui est extrêmement calme. Enfin, si vous suivez les Giants et que vous l'écoutez, il est toujours très posé dans ses analyses, etc. Mais là, en fait, on sent qu'il a juste la haine de voir son équipe se faire défoncer comme ça à chaque fois, et surtout de la défense. C'est un défenseur lui aussi, donc en fait, il comprend comment ça se passe. Un linebacker qui peut-être un jour sera Hall of Fame, à chaque fois ils en reparlent, mais bon. Donc oui, c'est un changement qui est, moi, je pense, bienvenu. Et de toute façon, il faut faire quelque chose, il faut tenter de déclencher quelque chose. Il y avait aussi une grosse part, je pense, psychologique. Évidemment, Bowen n'est pas fautif sur tout. Quand les plaquages sont ratés et que les joueurs sont dessus, Bowen, il n'est pas sur le terrain et c'est pas lui qui fait le plaquage. Maintenant, je pense que il manquait il y avait peut-être ce problème psychologique à force. Les joueurs n'y croient plus. Je sais pas. Il y avait quelque chose, une alchimie qui se faisait pas. Outre le play calling, il y avait quelque chose en plus. C'est pas uniquement le play calling qui a été problématique là-dedans. Et les joueurs, n'y croyaient plus et ne voulaient plus se battre pour ce mec-là. Donc c'est très bien qu'on change enfin. Et donc Dulin il reste 1, 2, 3, 4, 5 matchs à jouer. Ça va être peu pour faire quelque chose, mais sur ces 5 matchs, alors je rappelle, on rencontre les Patriots cette semaine, ce dimanche. Ensuite, bye week. Après, les Commanders qui, au début de l'année, on se disait « c'est une équipe chaude, machin ». Bon, ils font une saison cata. Je crois qu'ils n'ont que 3 victoires, les Commanders. Les Patriots, pour info, ils ont 10 victoires. C'est la première équipe à double-digit victoire sur cette année. Donc, ils ont 10 victoires pour l'instant. Les Commanders, les Vikings qui sont aussi en galère, les Raiders. Là, en réalité, après notre bye week, mec, Commanders, Vikings, Raiders, c'est 3 matchs qui sont ultra prenables. Donc nous on sort de bye week, il y a moyen, et bon ce serait presque chiant parce que pour la draft, si d'un coup on passe de 2 à 5 victoires, ça nous éloigne vachement et je pense pas que ça arrivera. Tu t'en fous? Oui, moi aussi je m'en fous et moi aussi je veux on a besoin, et en plus surtout que maintenant on n'est plus dans ces discussions de il nous faut le premier pick pour avoir un quarterback. Non, on s'en fout. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, en fait, si on veut un receveur ou un corner ou quoi, la seule diff, c'est que si tu es vraiment très bas et que tu as pick 1 ou 2, tu vas très probablement trouver une équipe qui est prête à échanger avec toi parce qu'elle a besoin d'un QB et qui va te donner 1 ou 2 tours pour que tu échanges. Donc, oui, si on peut avoir deux premiers tours à la place d'un seul, c'est bien. Mais malgré tout, moi, je prends carrément les victoires. Donc là, je vais pas regarder la victoire contre les Patriots, je m'en fous. Mais par contre, Commanders, Vikings, Raiders, ça c'est clairement 3 matchs qu'on peut gagner. Et je pense que si on veut espérer voir Kafka l'année prochaine, il faut que sur ces 3 matchs-là, on en gagne au moins 2. Si on en gagne 2 sur ces 3-là, je pense qu'il peut rentrer dans la course au head coach pour l'année prochaine. Et Charlie Bullen sur potentiellement être coordinateur défensif s'ils font aussi des bons matchs et qu'on voit une différence. Elle va être bienvenue
cette bye week. On va pas se focaliser sur la défense sur ce match contre les Patriots, qui ont une très bonne attaque, un QB qui est très bon. Il y aura eu qu'une semaine pour effectuer les changements. Par contre, après la bye week, ça lui fera 2 semaines pour essayer d'insuffler quelque chose à cette défense. Donc, on verra si ça permet un petit regain de motivation et d'agressivité et d'efficacité dans cette défense. Ouais. Je dirais juste un truc. On n'a pas encore vu la défense sous Bullen, mais je ne te cache pas que si le coaching staff de l'année prochaine, c'est Kafka head coach, Bullen coordinateur défensif, j'aurais l'impression en fait qu'on est dans la continuité de notre coaching staff actuel. Je dis pas qu'il faut virer tout le monde, mais il nous faut quand même du changement, quoi. Enfin bon, ça c'est une discussion pour plus tard, mais en tout cas pour... Il nous faut du changement, sauf pour le coach de la O-line. Hors de question de le changer, lui. Ça, c'est pas possible. Oui, Bressillo. Bah, tu as vu d'ailleurs, je pense que tu l'avais reposté, les stats de la O-line des Raiders depuis que Bressillo est parti. Ouais, catastrophe. Ça s'est cassé la gueule. Non, Bressillo, il lui faut une grosse... Il y a eu l'inverse. Nous, on est monté à fond alors qu'on était la pire, et eux, ils ont fait, on a fait le chemin inverse. Donc mais c'est là que tu dis qu'en fait, parfois, l'impact d'un coach, il est absolument énorme. On a eu des joueurs chez nous qui étaient des chèvres, qui sont allés dans... Enfin, je pense à Evan Engram qui s'est révélé ailleurs parce qu'ils ont été avec des coachs qui leur parlaient plus et que nous, on n'avait pas forcément le bon staff. Et l'arrivée de Bressillo en a fait partie. Andy Patterson aussi a permis à Dexter Lawrence de monter en puissance. Donc, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser qu'on n'a pas du tout évoqué d'autres décisions fortes de Mike Kafka, mais on n'a pas du tout vu Jalin Hyatt qui n'a pas joué, et on n'a pas du tout vu Deontay Banks qui n'a pas joué non plus. Donc, il a très vite en fait cuté en disant c'est plus possible, ces mecs-là nous font perdre des matchs, c'est ce qu'on disait au dernier podcast, et il a pris des décisions très rapides sur eux, ce que je trouve très bien, alors que c'est des joueurs qu'on laissait traîner dans l'effectif depuis le début, qui étaient là, qui à chaque semaine on disait les mêmes choses, et puis ça continuait, et là ça a été radical, donc je trouve que ces décisions sont bonnes et logiques, donc ça c'est bien aussi. Tiens, je me demande si Banks... Ah non, Banks, il a eu aucun snap, même pas en special team. Ouais, non, ils ont vraiment joué aucun snap. Non, parce que regarde, le returner, c'était Eric Gray. Alors lui, on se demande ce qu'il fout là toujours. D'ailleurs, tu l'as dit, il a raté un ballon sur un kick-off. Qu'est-ce qui branle ? Je savais même pas qu'il était encore dans l'équipe, Eric Gray, moi, mais il est vraiment cata, ce mec. Je pense qu'on n'a vraiment plus personne. Tant qu'on est sur les special teams, on a Jimmy Gillian qui, il reste quand même assez irrégulier. Ah ouais, moi ça me fatigue, ça devient chiant. Il va falloir améliorer ce poste-là, c'est obligatoire. Je pense qu'on peut pas le garder une saison de plus. Ouais. Et un dernier truc aussi à mentionner, c'est Javon Holland qui a eu une interception, mais qui nous commet un delay of game en fin de match quand les Lions sont en train de remonter le terrain, où en fait tu as un joueur des Lions qui prend le ballon pour le donner à l'arbitre pour qu'il puisse... Et en fait Javon Holland, un vétéran qui tape dans le ballon et là tu dis... Et en plus, il y a l'arbitre, il est à 20 cm juste à côté. Et je me dis, t'es vraiment trop con, quoi. Ça, c'est comme quand les mecs qui sont au sol et qui retiennent le gars pour pas qu'il se relève pour essayer de faire perdre du temps. Ouais. Franchement, ça te fait rien. Au mieux, tu gagnes quoi ? 5 secondes et au pire, tu tapes une pénalité dégueulasse comme là. Donc, bon. Ouais, mais tu vois, le problème de ce truc-là, c'est que du coup, ça a permis aux Lions d'être à portée de tir et d'égaliser avec... D'ailleurs, on en parle un peu de ce mec, ce field goal improbable. Non seulement 59 yards, mais le truc commence à aller dehors et ça revient. Je pense que en fait, la balle, elle a tourné un peu de travers et du coup, un peu comme un boomerang en fait. Ouais. Non, mais moi, quand je l'ai vu tirer, j'ai dit oh putain, ça passe pas. Et j'étais prêt à sauter de joie et finalement, elle rentre. J'ai dit c'est pas possible. Ça, c'est la spéciale Giants, sans déconner, mec. Combien de fois ça nous est arrivé depuis qu'on fait ce podcast que les mecs nous rendent des field goals de 92 yards sortis de nulle part à la dernière seconde du match. Non, mais ça, c'est la spéciale, sans déconner. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est rageant. Enfin, en fait, ça redevient drôle maintenant, tellement c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Ah là là. Bref, et quand même, la consolation, c'est les Eagles qui mènent de 21 points et qui se font remonter. Oui. Donc, on n'est pas les seuls à pouvoir se prendre des remontadas dans le nez. Tant mieux. Voilà, ça rassure un peu. Je t'avoue que je suis quand même assez déconnecté des autres résultats de la Ligue parce que, en fait, non seulement il y a le boulot qui est assez intense, mais quand tu vois les Giants perdre, tu dis « Ah putain, ça fait chier ». Donc... Mais je regarde un peu ce qui se passe... je regarde des actions par-ci, par-là, mais j'ai pas tout le contexte, quoi. Puis t'es quand même fan des Chargers, donc t'es un peu obligé de regarder ce qui se passe.
Putain, et en fait, c'est marrant, hein, parce que j'ai dit: «Ah, je vais suivre les Chargers cette année», et puis au final, j'ai regardé une fois leurs highlights, et les Giants, je pense que ça devait être après, la défaite, de Russell Wilson contre, Ah oui, les c'était le Cowboys. 3e match. Mais non, il avait Ah, été viré après les Cowboys. Non, il avait fait un autre match avant de se faire virer, il a Wilson. fait Commanders, Cowboys et Chiefs, qui Voilà, était donc après les catastrophique. Chiefs. Voilà, et j'ai plus, du tout regardé les Chargers depuis, parce qu'en fait, on a suffisamment de spectacles avec, les Giants actuels, Ah bah c'est clair. pour avoir besoin d'aller chercher du beau spectacle ailleurs. Ouais. Ça, C'est clair. Bon, en tout cas, on fera le point après ce match contre les Patriots, qui font vraiment une belle saison, eux, pour le coup. Ça va être tendu, mais on va voir ce qu'on est capable de faire. A priori, c'est 8h15. Ah ben attends, c'est la nuit, du coup, pour nous. C'est le matin pour moi. Ouais. Ouhou! Ah ouais. Bon, ça va Ah être bah, compliqué de suivre le score, mais c'est pas grave. Je pense que vraiment, ça va être très intéressant, comme on le disait, de suivre ce qui va se passer après la bye week. Et on va voir si Jackson Dart revient aussi, parce ça fait 2 semaines qu'il est absent. Donc on va voir bon, au pire, franchement, moi je le mettrai pas contre les Patriots, je le laisse se reposer tranquille. Il revient pour les Commanders, ça pourrait être pas trop bête de faire ça. Mais bon, bref. Allez, merci à tous de nous avoir suivis, merci Thiergo, et merci, on vous dit à bientôt. ciao, bye. Salut.